Le sujet qui va nous intéresser ce soir, est celui de la qualité de l'air intérieur dans, nos logements. Donc pour laquelle donc ce webinaire a été intitulé «Une maison saine», puisque, on a aujourd'hui un enjeu relativement important autour de la qualité de l'air intérieur. On va traiter ce sujet ce soir, à travers 3 axes. D'abord, l'enjeu que nous avons aujourd'hui derrière les systèmes de ventilation dans nos logements. Hem D'un point de vue, un peu plus technique peut-être, un petit peu plus poussé, on ira regarder après tout ce qui va concerner, l'étanchéité à l'air des logements. Il y a un lien entre ces 2 sujets et puis on prendra un petit temps pour présenter les différentes solutions techniques très concrètes de ventilation, heu, pouvoir mettre un petit peu des solutions techniques en face des différentes problématiques qu'on aura pu aborder. On aura bien évidemment, encore une fois, un temps, en fin de présentation pour des questions-réponses, si vous souhaitez échanger un petit peu plus en détail sur certains points. On va d'abord aller regarder du côté des enjeux liés à la ventilation dans nos logements. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la ventilation dans les logements est si importante? Eh ben, ça vient du fait que l'air intérieur est pollué par tout un tas de polluants divers et variés, et il est même dans certains endroits plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on retrouve dans l'air de nos logements plus de composants, qui ne sont pas de l'air, qu'en extérieur. Ça peut venir du bâti en lui-même, ça peut venir des matériaux de construction, ça peut venir des revêtements, des murs, des sols, des plafonds. Ça peut venir des équipements qu'on utilise à l'intérieur des bâtiments. C'est pas pour rien que les appareils de combustion, chaudières, poêles, cheminées bénéficient d'évacuations spécifiques pour leur fumée. C'est que ça contient un certain nombre de de polluants. Ça peut venir aussi de l'usage qu'on a de, notre logement, notamment, tous les produits qu'on peut utiliser pour le bricolage, le ménage, contiennent un certain nombre d'éléments qui vont se disperser dans l'air de nos logements et venir en altérer la qualité. Un polluant sur lequel on fera un zoom particulier et qu'on ne considère pas nécessairement comme tel, mais qui a des impacts non négligeables, c'est l'humidité, heu, qui joue un rôle assez important dans nos maisons, peut avoir des impacts assez négatifs. Donc on a dans nos maisons aujourd'hui tout un tas de sources de pollution possibles, que ce soit inhérent aux matériaux, de la construction ou bien que ce soit par des éléments que les occupants apportent ou utilisent. Si on s'amuse à jouer un petit peu au c'est pas le jeu des 7 différences, mais à rechercher, les sources de polluants dans cette image, et bien, en fait, quasiment chacun des objets, représentés sur cette image est une source de polluants. Que ce soit l'appareil de chauffage qui est au milieu, qui génère, des gaz suite à la combustion, de même que les bougies sur le meuble à gauche, que ce soit les peintures ou produits, ménagers qu'on voit au premier plan, ou que ce soit, les différents objets, les jouets en bois ont l'air inoffensifs, heu, vus d'ici, seulement les colles et peintures qui ont servi à leur fabrication peuvent contenir des polluants qui vont se dissiper dans l'atmosphère. De même, la plante cachée à droite, peut répandre dans l'atmosphère des éléments, qui vont venir polluer l'air intérieur. On commence à voir apparaître aujourd'hui, justement avec une prise de conscience de plus en plus grande de la problématique de la qualité de l'air intérieur, un étiquetage, comme on commence à en avoir l'habitude, sur un très grand nombre de produits et pour diverses, classifications. Il commence à apparaître un étiquetage, notamment sur les matériaux de construction, des émissions, de polluants dans l'air intérieur qu'ils peuvent entraîner. Alors, de mémoire, ça reste des dispositifs plutôt volontaires de la part des fabricants aujourd'hui, mais il faut savoir que quand vous allez acheter une peinture, un meuble, pour aménager votre logement, vous pouvez, heu, voir apparaître ce type d'étiquetage qui vous donne une idée,
de la quantité de polluants qu'il sera à même de libérer dans l'atmosphère de votre logement. L'échelle est plutôt parlante, plus on va se rapprocher du A ou du A+, moins l'élément sera nocif pour l'air intérieur. Plus on va aller vers la droite de l'échelle, plus il sera à même d'apporter des éléments étrangers dans l'atmosphère de votre logement. Donc sachez qu'on commence à avoir des points de repère de ce type-là. Il n'empêche que vous ne trouverez pas un étiquetage pour chacun des éléments représentés ici. C'est surtout vrai pour les matériaux de construction et de décoration aujourd'hui. Pour expliciter un petit peu l'impact que peut avoir une mauvaise qualité de l'air intérieur dans un logement, je vais prendre un polluant en particulier qui est l'humidité. Pour vous donner un ordre de grandeur, une famille de 4 personnes produit aujourd'hui entre 10 et 20 litres d'eau sous forme gazeuse par jour. C'est-à-dire que dans la maison, on va venir ajouter entre 10 et 20 litres de vapeur d'eau en l'espace d'une journée. Alors, la vapeur d'eau en soi, c'est pas nocif, ça ne pose pas de problème en particulier. Là où ça pose des problèmes, c'est quand cette vapeur d'eau se retransforme en eau. Vous connaissez tous le phénomène de condensation qu'on voit apparaître sur les vitrages, en particulier l'hiver, quand il fait froid à l'extérieur. Le vitrage étant plus froid, l'humidité contenue dans l'air va venir se fixer dessus et se condenser. C'est un phénomène qu'on peut retrouver à d'autres endroits dans une maison. Vous avez en bas l'exemple d'une jonction entre un mur et un plafond, qui peut s'avérer être un point froid dans un logement. Et la thermographie présentée à gauche est là pour vous montrer qu'on peut avoir des écarts de température relativement importants sur le mur, entre une zone du mur loin du coin et le coin en lui-même. Cet écart de température et cette zone froide va créer le même effet qu'un vitrage et va faire apparaître de la condensation. Là où ça devient problématique, c'est que la plupart de nos revêtements aujourd'hui de finition sur les murs, s'ils contiennent de l'humidité, vont être propices au développement de bactéries diverses et variées, de moisissures diverses et variées. Et on se retrouve avec un résultat équivalent à ce qu'il y a sur l'image en bas à droite. L'accumulation d'humidité dans l'air va entraîner ce type de phénomène, ce qui peut entraîner des dégradations sur le bâti, mais peut-être quelque chose de plus sensible, ce qui peut avoir un impact aussi sur la santé des occupants. La présence de moisissures dans une pièce, ça veut dire aussi qu'on a un certain nombre de spores qui sont émis par ces champignons dans l'air, qui peuvent impacter le système respiratoire des occupants, notamment des plus jeunes, dans le cadre d'un foyer familial. Cet exemple-là, pour vous montrer que l'accumulation d'un élément en particulier dans l'air peut avoir des conséquences en chaîne. Et donc, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est de venir peut-être évacuer les différents éléments qu'on ne souhaite pas conserver dans l'air intérieur pour éviter ce type de dégradation. Vous retrouverez pour information ce petit graphique qui vous indique dans quelles conditions différents micro-organismes se développent plus ou moins facilement. Et on a identifié une zone dans le logement aujourd'hui, donc située ici sur le graphique entre 30 et 50% d'humidité relative, qui se trouve être en plus la zone dans laquelle l'atmosphère est ressentie par notre corps comme étant confortable. On a retrouvé une zone où on arrive à limiter le développement notamment des bactéries, des champignons, des acariens, tous ces éléments-là qui viennent altérer d'autant plus la qualité de l'air intérieur et potentiellement la santé des occupants. Et j'en ai fini sur l'humidité. On pourra éventuellement y revenir si vous avez des questions à ce sujet un petit peu plus loin dans la présentation. Un autre polluant qui est plutôt représentatif de la région et qui permet de montrer à nouveau l'importance de veiller à la qualité de l'air intérieur, c'est, vous en avez peut-être entendu parler, le radon. Alors le radon, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz qui provient du sol, qui est le résultat de la décomposition de certains éléments radioactifs.
Il se trouve que naturellement, il est relativement présent dans l'ouest de la France, de par les couches géologiques qu'on va pouvoir trouver en sous-sol. Et donc, il y a des endroits où naturellement, ce gaz est émis par le sol. Alors, en plein air, ça ne pose pas de problème, il est dilué dans l'atmosphère et la concentration de gaz est tellement minime que ça n'a que très peu d'impact. Enfin, ça ne peut avoir que très peu d'impact sur l'environnement. Dans un lieu enfermé, tel une maison qui ne serait pas du tout, dans laquelle on ne renouvellerait pas du tout l'air, ce gaz va avoir tendance à s'accumuler. Le souci de l'accumulation de ce gaz, c'est qu'il va, il va exposer les occupants à des niveaux de radiation qui vont potentiellement avoir un impact sur la santé. Encore une fois, là, on se trouve dans une situation où on vient accumuler un élément non désiré dans un logement fermé qui ne serait pas ventilé. À titre d'information, la commune de Baudecaux fait partie des communes sur lesquelles il y a une vigilance particulière sur ce gaz-là. L'image qui est projetée là est un extrait d'une cartographie nationale qui vous permet, commune par commune, d'avoir une information sur le niveau potentiel de risque d'exposition à ce gaz au sein de votre commune. C'est quelque chose qui est surveillé. Il y a eu récemment sur la commune une distribution de dosimètres. Ce sont des petits appareils qui permettent de quantifier l'accumulation de ce gaz dans l'atmosphère d'une maison. Et les résultats sont en cours d'analyse. Vous retrouverez, on pourra le projeter tout à l'heure, une page du site internet de la communauté de communes qui met en avant les résultats sur les différentes communes, donc ce qui vous permettra éventuellement d'avoir une meilleure idée des seuils d'exposition qu'on peut retrouver à divers endroits et des seuils entre guillemets de risque à ne pas dépasser. Pas si la campagne de dosimètre est prévue d'être renouvelée, Philippe, ou si ce sera fait de manière peut-être pas dans Bon, les 6 mois à venir, mais dans 2 ans, 3 ans. non, mais de toute façon, là, les tests sont en analyse. On aura tout le résultat, fin mai, logiquement, la totalité des résultats d'analyse. Après derrière, ce sera un autre, choix, éventuellement, en tout cas, ce sera un choix, des services, correspondants de réitérer, cette action-là ou pas. Pour l'instant, rien n'est déterminé. Sur ce sujet-là, moi, je vous invite à suivre l'actualité sur le site internet. Il y aura éventuellement enfin, il y aura au moins quelque chose sur le site internet. S'il y a proposition d'intervention, de restitution ou autre, ce sera à cet endroit-là. Et si vous souhaitez vous renseigner plus amont, je vous invite à aller parcourir ces pages-là. C'est un sujet, le radon, qui commence à entrer de plus en plus dans l'actualité publique. C'est aussi pour ça qu'on souhaitait l'aborder, en vous rassurant, les solutions qu'on vous propose à la suite permettent d'éviter quelconque effet négatif de manière assez facile. J'ai pris l'exemple de 2 polluants particuliers pour vous illustrer des conséquences que peuvent avoir une mauvaise gestion de la qualité de l'air intérieur. Arrivé à ce point-là, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais dans ce cas-là, comment fait-on peut-on mesurer la qualité de l'air intérieur? Alors oui, on peut la mesurer en employant de très nombreux capteurs qui sont capables de mesurer chacun la concentration d'un élément qui pourrait être présent dans l'atmosphère, l'humidité, le radon, le taux de particules fines, et ainsi de suite. Mais ça devient des équipements qui commencent à être onéreux, puisqu'on vient ajouter des capteurs à des capteurs à des capteurs, ou agglomérer tout un tas de capteurs dans un seul équipement, qui a en général un coût relativement important. Il y a un élément qu'on mesure relativement facilement et qui peut nous donner une première idée d'un mot qui est devenu à la mode ces dernières années, du confinement d'une pièce ou d'un volume. C'est le taux de CO2. Le taux de CO2, c'est quelque chose qu'on mesure relativement facilement et on connaît la concentration de CO2 dans l'air à l'extérieur. On connaît la concentration naturelle. Et de ça, on est capable de dire si le taux de CO2 dans une pièce est inférieur, égal, supérieur au taux de concentration naturelle.
Qu'est-ce que ça peut nous dire? Eh bien, si le CO2 vient à commencer à s'accumuler dans une pièce, il est fort probable que l'ensemble des autres polluants qui pourraient être émis dans cette pièce s'accumulent eux aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est un indicateur du confinement, que si le CO2 ne s'évacue pas, aucun autre polluant ne s'évacue. Donc ça veut dire que la pièce n'est pas bien ventilée, n'est pas bien aérée. C'est un, un indicateur qu'on suit, qui a été exploité au moment de l'épidémie de Covid dans les établissements recevant du public pour essayer justement de détecter les seuils au-delà desquels il serait bon d'aérer, de ventiler. Et vous avez là une proposition d'échelle qui vous donne les valeurs en partie par million, c'est-à-dire en nombre de molécules de CO2 pour 1 million de molécules d'air, les différents seuils auxquels on peut se rattacher. Là, l'échelle est relativement exigeante. Un bâtiment qui accueille du public, on est assez facilement entre 600 et 1000 parties par million. Ça tend à devenir, la valeur 800 parties par million tend à devenir la qualité moyenne de l'air intérieur. À titre d'information, et pour vous montrer à quel point ça peut aller vite, un couple qui dort dans une chambre de 10 mètres carrés qui ne serait pas du tout ouverte, pas du tout aérée, aura remplacé quasiment l'intégralité de l'oxygène par du CO2 en l'espace de 7 heures, soit une petite nuit de sommeil. À nouveau, le CO2 n'est pas nécessairement en lui-même un risque pour la santé. Il faudrait atteindre des concentrations de CO2 qui sont extrêmes pour que ça commence à avoir des impacts physiologiques. Néanmoins, si le CO2 s'accumule, il y a fort à parier que l'ensemble des autres polluants qui, eux, peuvent avoir des impacts à moindre concentration s'accumulent aussi. C'est quelque chose qu'on peut s'amuser à surveiller chez soi. C'est des appareils de mesure qu'on peut trouver en magasin d'électronique, je dirais, ou grande surface de bricolage. Et c'est des choses qui nous arrivent, nous, dans nos métiers, d'utiliser lorsqu'on est amené à visiter des logements en vue de projets de travaux pour se faire une idée de la qualité du système de ventilation. Rapidement, quelques idées avec lesquelles je vous suggère d'être prudent. Euh, Moi, j'ai un collègue qui a pour habitude de dire que le propre n'a pas d'odeur. Tout ce qui va être euh, aérosol, équipements qui peuvent être liés aussi à l'absorption d'humidité, euh, peuvent être source d'émissions de polluants. Euh, tout ce qui sent dans nos produits, tout ce qui amène une odeur dans nos produits ménagers, sont souvent les molécules du produit ménager qui sont arrivées à nos narines au lieu d'être utilisées pour l'emploi du produit. De la même manière, les plantes, euh, certes, vont potentiellement absorber une partie du, du CO2, va peut-être limiter, fixer certains polluants. Il ne faut pas oublier que ça reste des sources aussi d'émissions de polluants. On arrive au printemps, le pollen, il y a un impact assez impressionnant sur certains d'entre nous, peut être considéré comme un polluant dans l'air intérieur. Une plante d'intérieur va potentiellement diffuser du pollen dans l'air. Les micro-organismes qui vont trouver abri dans le substrat ou le réseau racinaire peuvent aussi émettre des polluants ou venir impacter le, le système respiratoire des uns et des autres. Donc, il faut être prudent sur les plantes. Ce pas des solutions de dépollution de l'air. Et ça peut même parfois avoir un impact négatif. Alors, avant d'aller regarder du côté des solutions de ventilation, on va parler un tout petit peu d'étanchéité à l'air. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, parce que je vous ai dit que on avait tendance à accumuler des polluants dans notre maison, qu'une des solutions qu'on peut utiliser, ça va être de ventiler pour évacuer ces polluants. Euh, Rendre la maison étanche à l'air, est-ce que c'est le meilleur moyen de bien ventiler? Eh bien, en fait, oui. Pourquoi? Parce qu'un système de ventilation, pour être certain qu'on évacue correctement les polluants, on a besoin de contrôler précisément où est-ce que l'air rentre et où est-ce que l'air sort.
Vous avez ici le schéma de principe d'une ventilation simple flux, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Si l'étanchéité à l'air du logement est correcte, on est sûr que l'air rentre par les fenêtres où vous voyez les flèches bleues, qui transite d'une pièce à l'autre en suivant les flèches violettes et qu'il ressort dans les différentes bouches d'extraction, là où vous avez les flèches rouges. Si je m'amuse à avoir une étanchéité à l'air imparfaite dans les différentes pièces, eh ben, je vais avoir des courants d'air parasites qui vont se créer et qui vont déséquilibrer les flux d'air. Et si je reprends l'image précédente, on a des flux d'air relativement importants qui entrent dans les chambres. Si je commence à avoir des entrées d'air parasites à divers endroits, eh ben, les flux d'air dans les chambres seront probablement moindres. Ce qui fait qu'on va moins bien renouveler l'air de ces pièces-là et que les polluants, à nouveau, risquent de s'y accumuler. Donc, le sujet de la ventilation est assez lié au sujet de l'étanchéité à l'air, parce une ventilation fonctionne bien si on a une bonne étanchéité à l'air. Petit inventaire des multiples points faibles qu'on peut trouver dans l'étanchéité à l'air d'une maison. Ils sont bien plus nombreux que laisse penser le schéma précédent. On se dit bon, que c'est globalement autour des fenêtres. Euh, En fait, on peut trouver un défaut d'étanchéité à l'air à peu près partout où on a deux systèmes différents qui cohabitent. Un mur, une prise électrique, un mur, un éclairage, la toiture et un système d'évacuation de fumée, une trappe pour aller au grenier. Dès qu'on va avoir deux éléments différents, on peut avoir un défaut d'étanchéité à l'air. C'est des choses qu'on traite de mieux en mieux le temps avançant dans les bâtiments neufs. Mais il faut bien être conscient que ça a un rôle assez important pour qu'une ventilation fonctionne correctement. Si vous voulez jouer au détective dans votre logement, les bureaux d'études techniques aujourd'hui ont recours à divers équipements pour détecter les défauts d'étanchéité à l'air. Il y en a un qui est assez rigolo, qui est la poire à fumer. On peut essayer en mettant la maison en dépression et puis en mettant de la fumée près des défauts supposés, voir apparaître les courants d'air. Euh, on peut, voilà, à plus grande échelle, faire ça avec une machine à fumer. Et un moyen peut-être un peu plus inoffensif pour détecter les défauts d'étanchéité à l'air, ça va être la caméra thermique. Les deux illustrations au centre de l'image vous montrent comme notamment au-dessus de la fenêtre, comme des raies de zones plus froides autour de la fenêtre. La fenêtre est plus froide que le mur, c'est normal, elle isole un peu moins bien. Par contre, ces sortes de lignes qui partent de la fenêtre le long du mur sont très certainement le signe d'un défaut d'étanchéité à l'air et d'un léger courant d'air froid à ces endroits-là dans le mur. Donc, c'est des défauts d'étanchéité à l'air qu'on peut trouver et qu'on peut corriger pour la plupart. Idéalement, ils sont corrigés au moment de la construction. Mais vu qu'on parle de rénovation, la plupart des maisons ayant 15, 20, 25, 30 ans, eh ben, il peut être nécessaire d'avoir une correction à faire, notamment au moment d'un projet de rénovation. Vous avez un inventaire de quelques solutions de mise en œuvre d'étanchéité à l'air. Là, on est plutôt dans le cadre de travaux relativement importants, entre autres d'isolation. Quand on vient intervenir sur des équipements type pare-vapeur ou membrane d'étanchéité à l'air, c'est qu'en général, on a travaillé de l'isolation, puisque c'est ensuite caché par une finition. Voilà. Mais c'est bien à prendre en compte, je parlais un petit peu de rénovation. Le jour où vous avez un projet de rénovation, la qualité de l'air intérieur et la question de la ventilation ont un impact sur la performance thermique du logement. Je ne développerai pas parce que ce n'est pas nécessairement le sujet là, mais il faut savoir que ça participe de la bonne isolation. Et vu qu'on va mettre tout un tas de matériaux neufs dans le logement et qu'on va peut-être avoir à se poser la question d'une conception de ventilation, parce qu'elle était peut-être inexistante, il faut bien avoir en tête que l'étanchéité à l'air et la ventilation ont des rôles prédominants pour la bonne gestion de la qualité de l'air intérieur d'un logement. Je vous ai parlé de ventilation un peu en long, en large et en travers, sauf des systèmes de ventilation. Je vous laisserai parcourir ce tableau-là si vous voulez rentrer dans le détail. C'est le texte réglementaire sur lequel aujourd'hui on s'appuie en France pour dimensionner des systèmes de ventilation. Euh, et j'attire votre attention sur le fait qu'il date de 1982.
Ce qui peut être relativement surprenant parce que c'est pas si loin que ça dans le temps, à l'échelle du bâtiment. Je veux dire, en France, on construit des bâtiments depuis 2500, 3000, 4000 ans. Et on s'est intéressé à la ventilation et à la réglementation de la ventilation euh, il y a seulement 40 ans. Donc ça fait une échelle de temps relativement courte, ce qui explique aussi qu'on a peut-être un certain nombre de progrès encore à faire aujourd'hui sur ce sujet-là. Il y a assez peu d'artisans spécialistes de la ventilation. Vous trouvez un certain nombre d'artisans qui vous posent des systèmes de ventilation, ils savent faire. Des bureaux d'études ou des artisans qui font une conception très fine de ventilation, c'est un petit peu moins courant. L'idée aujourd'hui d'une bonne ventilation, c'est qu'elle respecte les éléments de ce texte-là. Euh, on veut une aération du logement qui soit générale, donc qui balaye toutes les pièces et qui soit permanente. Et on a retenu un principe à l'origine, alors qui a un petit peu évolué aujourd'hui, mais qui reste globalement vrai, qui est que l'air doit pouvoir circuler des pièces principales vers les pièces de service. Aujourd'hui, on parle moins de pièces de service, mais plutôt de pièces d'eau ou de pièces humides, c'est-à-dire toute pièce qui peut contenir un point d'eau. Et le débit est calculé suivant le volume et la taille du logement. Quelle solution on a trouvé pour mettre en œuvre ce texte? Eh ben, un petit peu d'histoire pour commencer, quelque chose qui se fait plus aujourd'hui, qui s'est beaucoup fait au début, que vous retrouverez dans des bâtiments construits dans les, voilà, alors même déjà dans les années 70 et puis courant 80, euh, des grilles d'aération haute et basse. Vous allez retrouver dans certaines pièces une grille, un trou dans le mur, hein, avec une grille sous la fenêtre et au-dessus de la fenêtre. Et en fait, on utilisait le principe de monter de l'air chaud pour l'hiver notamment. On avait de l'air froid qui rentrait par le bas du mur, qui se réchauffait dans la pièce puisque la pièce s'était chauffée et qui allait s'évacuer en haut de la pièce en emportant avec elle une partie des polluants. Combien exactement, dans quelle quantité exactement, on ne savait pas trop. Et surtout, dès que la météo faisait que l'air extérieur était sensiblement à la même température que l'air intérieur ou avec une température élevée, ce système-là fonctionnait moins bien. On vivait les fenêtres ouvertes, ça compensait, mais on n'avait pas cette notion de contrôle de la ventilation, de l'aération, et c'était pas un phénomène permanent. Pour obtenir un phénomène permanent, on s'est mis à installer des petits ventilateurs. C'est tous les équipements que vous retrouverez dénommés ventilation mécanique. Je vais en passer quelques-uns en revue ici. Vous pouvez trouver les ventilations mécaniques euh, sous une forme répartie, c'est-à-dire qu'on va avoir différents endroits des ventilateurs qui envoient directement à l'extérieur l'air. Donc, ça va être à travers une toiture, à travers un mur. C'est des choses qu'on voit notamment dans les bâtis anciens où les murs sont très épais et où, pour faciliter la gestion, au lieu de faire traverser la moitié des murs à des gaines, on va directement à travers un mur vers l'extérieur. Vous trouverez des ventilations mécaniques, euh, les fameuses VMC, ventilation mécanique contrôlée. Alors, on pourra s'attarder sur la notion d'autoréglable ou hygroréglable un petit peu plus loin. Là, on a un seul moteur qui regroupe des gaines qui viennent de différentes pièces et qui va aspirer l'air donc à différents points et qui va créer ce flux d'air. À nouveau, un élément essentiel va être bien évidemment que l'air puisse rentrer à un autre endroit du logement via des entrées d'air, notamment au-dessus des fenêtres. Et quand on pousse un petit peu plus la technicité des équipements, on va trouver les ventilations mécaniques double flux qui jouent à la fois le rôle d'entrée d'air et d'extraction d'air. Et en fait, on profite des croisements de ces deux flux d'air pour récupérer la chaleur ou la fraîcheur du logement, pour la conserver à l'intérieur. On retrouve par contre le même principe. L'air arrive dans les pièces de vie et excrète dans les pièces humides. Donc on a toujours cette idée de faire transiter l'air des zones de vie vers les zones humides et de l'extraire à ces endroits-là. L'idée étant bien évidemment d'être sûr d'extraire l'humidité qui pourrait s'accumuler dans les WC, salles de bain et autres cuisines. Dernière forme
de la ventilation mécanique, vous avez peut-être entendu parler de ventilation mécanique par insufflation. La ventilation mécanique par insufflation, elle fait l'inverse d'une ventilation mécanique contrôlée. Elle souffle l'air dans la maison. Au lieu d'aspirer l'air de la maison, elle va souffler l'air dans la maison. Je vous inviterai à être relativement prudent vis-à-vis de ces équipements-là, puisqu'ils vont avoir tendance déjà à faire. Alors, ils font rentrer de l'air froid de manière assez conséquente, mais ils peuvent potentiellement aussi faire rentrer de l'humidité dans le logement qui n'y était pas avant. Et surtout, ils vont mettre le logement en surpression, qu'on va souffler dedans, ce qui peut faciliter la migration de l'humidité, notamment derrière un doublage, ce genre de choses, et provoquer des soucis d'humidité alors qu'il y a une ventilation qui est installée. C'est des équipements qui peuvent avoir des usages assez spécifiques, notamment liés au radon, mais d'une manière générale, ça ne permet pas de respecter les éléments qui sont demandés, notamment que le flux d'air se déplace des pièces sèches vers les pièces humides, euh, puisque l'air va sortir à peu près où il peut dans les défauts d'étanchéité de la maison et on ne contrôle pas du tout par où il sort. Donc prudence vis-à-vis de ces équipements. Je vous ai parlé des entrées d'air tout à l'heure. La plupart l'équipement principal qu'on a dans nos logements aujourd'hui, c'est la ventilation mécanique contrôlée. Donc, qui extrait l'air dans les pièces humides. Il faut qu'il y ait des entrées d'air qui soient prévues dans les pièces de vie. Souvent, ça se manifeste sous la forme de petites réglettes sur nos ouvertures. Et il y a un élément qui est indispensable aussi, c'est les portes. Sauf à vivre en permanence les portes ouvertes, il faut trouver une solution pour que l'air puisse passer, quelle que soit la configuration d'ouverture, de fermeture des portes. Et pour ça, la solution qu'on a trouvée, elle n'est pas très compliquée. Il faut s'assurer qu'il y a un jour de quelques centimètres dans le bas des portes. Malheureusement, souvent, on finit par poser le parquet après avoir posé la porte et on se retrouve avec la porte qui frotte sur la barre de seuil. Dans ce cas-là, il faut démonter la porte et raboter le bas de la porte. Ça, c'est un exemple assez typique de choses qu'on peut voir dans les bâtiments neufs, mais c'est quelque chose qui va empêcher la bonne ventilation du logement une fois la porte fermée et donc ça peut devenir un peu problématique. Je vous renvoie à l'exemple de consommation d'oxygène d'un couple qui dort dans une pièce de 10 mètres carrés. Même avec une VMC, si la porte est fermée et que la barre de seuil n'est pas au bon niveau, on se retrouve dans cette configuration-là. Donc on peut se retrouver le matin avec la bouche sèche ou des maux de tête et on n'aura pas bien dormi. Et il ne faut pas oublier que ce sont des équipements qu'il faut entretenir. Vous avez à l'écran une bouche d'extraction à gauche de VMC simple flux, pleine de poussière. Et à droite, vous avez le filtre d'une VMC double flux. Alors les filtres, en général, il y a du papier ou du coton dedans, donc c'est plutôt blanc. Là, il est même plus sombre que le carrelage, ce qui est assez marquant par rapport à la quantité de poussière qu'il doit y avoir dedans. Donc c'est des éléments qu'il faut veiller à bien nettoyer régulièrement pour éviter qu'ils s'encrassent. Parce qu'un équipement qui s'encrasse, c'est un équipement qui ventile beaucoup moins bien. Vous avez là un exemple de débit en mètres cubes par heure pour une VMC double flux avant et après nettoyage des filtres. Et à droite, on s'est même amusé à enlever complètement le filtre pour voir ce qui se passait en termes de débit sans le filtre. Alors, enlever les filtres dans une VMC double flux, c'est pas une bonne idée parce qu'on fait rentrer tous les polluants de l'extérieur. Mais là, pour l'expérience, ça permet de bien voir les choses. On a un débit qui est de l'ordre de 2300 mètres cubes par heure sans le filtre. Et vous voyez qu'il tombe à 500 mètres cubes par heure à certains moments, juste avant qu'on enlève le filtre, si le filtre est encrassé. Ça veut dire que les débits réglementaires sont pas du tout respectés. Ça, c'est une chose, mais ça signifie surtout que les polluants s'accumulent à l'intérieur du bâtiment. Là, c'est particulièrement prononcé parce qu'on est sur un équipement type double flux. C'est quelque chose qui est vrai aussi, peut-être un petit peu plus difficile à mesurer, mais qui est vrai aussi pour des équipements simple flux qu'on a dans la grande majorité de nos logements. Je vous remercie pour votre attention. On a essayé de vous apporter quelques éléments assez généraux sur la gestion de la qualité de l'air intérieur. Vous pourrez retrouver cette présentation en ligne. Du coup, vous serez destinataire du support suite à la présentation. Et puis, il nous reste une bonne dizaine de minutes si vous avez des questions auxquelles la présentation n'a pas répondu
ou que la présentation a amené. Heu, voilà, je vais couper l'enregistrement là et puis on va pouvoir éventuellement échanger si vous le souhaitez.